Alors je me présente, je m'appelle Jean-Daniel Pinard, je suis ou connu sous le nom de Harlequin. Donc je suis accessoiriste décorateur, c'est-à-dire que je fabrique des accessoires et des éléments de décor pour le théâtre, le cinéma, les événements, des particuliers aussi, voilà, pour mon plaisir personnel. Et puis, donc voilà, je fais ça maintenant depuis à peu près, ça doit faire 7 ans maintenant que je fabrique vraiment d'un point de vue professionnel, je prends des commandes. Puis donc voilà pour faire rapidement ma présentation. Ah, mes passions en général. Alors je pense que je suis quelqu'un qui est de base passionné. C'est-à-dire que enfin, je crois que ma passion professionnelle, ouais, c'est ça, c'est apprendre. J'adore apprendre. Je crois que c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. C'est-à-dire que dans toutes mes passions, dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir une quantité d'apprentissage, de nouveautés conséquentes. C'est-à-dire que je me suis toujours lassé de quelque chose si je n'ai plus rien à apprendre. C'est pareil dans mon métier, je ne suis pas un spécialiste, c'est-à-dire que j'aime pas être le gars qui veut apprendre 100% du truc, aller jusqu'au bout, apprendre tous les derniers finesses du truc. Au bout d'un moment, je me lasse, si j'ai plus assez à apprendre dans un domaine, si je veux continuer, il va falloir que j'ai quelque chose d'autre qui m'apporte la même chose à côté. J'adore, je crois qu'apprendre, c'est ce que je préfère, découvrir, rencontrer. Découvrir des nouveaux horizons, ouais, des nouvelles possibilités. J'adore ça en fait. Je crois que c'est le truc, c'est ma passion principale. Ouais. J'adore transmettre aussi, donc en fait, j'adore apprendre et pour moi, quand on a appris, tout ce qu'on a appris, il y a quelqu'un qui nous l'a transmis. C'est-à-dire que même que ça soit parlé, c'est-à-dire si on met un enfant dans une pièce et qu'aucun adulte ne lui parle, il n'apprendra jamais à parler. Et en fait, on apprend parce que les adultes communiquent avec nous, parlent autour de nous et nous transmettent tout ce qu'on a appris. On l'a parce qu'on nous l'a transmis plus ou moins directement. Donc pour moi, c'est normal quelqu'un a pris le temps de t'apprendre quelque chose ou de le mettre dans un papier ou de l'écrire. Donc pour moi, c'est la moindre des choses de transmettre à côté aussi. Donc pour moi, ça fait partie. En fait, l'apprentissage, le savoir, en fait, ça fait partie. Pour moi, l'apprentissage et la transmission, c'est une part entière du savoir. C'est dans le partage on va dire, qu'il acquiert sa vraie valeur. C'est-à-dire que c'est le savoir s'il est dans une bibliothèque perdue. Que ce soit la tête de quelqu'un ou une bibliothèque réelle, il n'a aucun intérêt en fait. Il n'a aucun intérêt. Voilà, à la rigueur aussi pour les vers qui sont en train de manger le papier, mais sinon il n'a pas d'intérêt. Et donc il n'y a que dans le partage et dans le fait qu'il est transmis ou qu'il a un intérêt le savoir en fait. Donc ouais, apprendre, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça, et donc j'ai toujours aimé transmettre aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans tout ce que j'ai fait, toujours un moment où je suis devenu formateur parce que c'est important pour moi. C'est rien que déjà de base, c'est juste normal de transmettre autant qu'on a reçu, au minimum, et d'essayer de rajouter sa pierre en plus pour pour faire avancer aussi, que c'est pas juste la transmission bête, mais d'essayer de voir une autre vision sur tes connaissances ou autres. Voilà, c'est juste ça. D'accord, Voilà. très bien. Mais sinon, ouais, j'adore apprendre, donc en fait, tout me passionne. L'électronique, la mécanique, c'est ce qui me plaît dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'on a tout à apprendre. Plus on sait de choses, plus on peut répondre aux demandes du client et réaliser des projets, le faire en sorte qu'ils puissent exister et faire ce qu'ils ont besoin de faire pour l'écran ou la personne. Donc en fait, je crois qu'apprendre, c'est peut-être ma passion principale. Alors après, le domaine, peu importe. J'ai une formation, c'est d'accessoiriste réalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'accessoiristes. Il y a des accessoiristes plateau, c'est-à-dire que c'est ceux qu'on voit souvent quand on regarde qui mettent en place sur les cinémas, qui vont actionner des objets, qui vont interagir sur les plateaux, en fait, qui vont aller mettre en place les objets, voilà, mettre en place la table, les trucs comme ça, qui vont mettre en place des petits objets, les costumes ou certains accessoires. Ça, c'est l'accessoiriste plateau, en fait, qui va pas fabriquer, mais qui va mettre en place sur scène et qui va les faire en sorte que ça paraisse bien à l'image, quoi. Voilà. Qui va faire quelques réparations. Et après, il y a l'accessoiriste réalisateur, qui n'a rien à voir avec le réalisateur du film, mais c'est le fabricant, en fait. C'est lui qui va fabriquer derrière tout ce qui n'existe pas, ce qui a besoin de voir à l'écran, ce qui a besoin de faire quelque chose, c'est lui qui va fabriquer en fait derrière. Et après, son domaine où s'arrête, je dis ça va dépendre de chaque projet. C'est-à-dire qu'en fait, l'accessoiriste, on est assez un rôle pendant longtemps, on n'a pas forcément été très reconnu dans le métier, parce qu'au final, surtout en fabrication, parce qu'en final, on a un rôle on est central, sans nous, il n'y a rien qui se passe. On est plutôt dans le rôle central, c'est un peu nous qui récupérons tout ce que les autres ne veulent pas le faire. C'est-à-dire que souvent, si le décorateur ne veut pas faire ça, on va demander ça à l'accessoiriste. Si le costumier ne veut pas, en fait, c'est l'accessoiriste. Si le maquilleur ne veut même pas faire des moulages ou des choses comme ça, où il y a des trucs, ça peut être l'accessoiriste. En fait, l'accessoiriste, on est assez un rôle, on va dire, on est au milieu du prisme du décorateur, maquilleur, costumier, de l'ensemble du technique de fabrication derrière.
Et on va jouer là dans ce qui est vachement bien parce que ça permet d'avoir justement un pool de techniques très énorme. Et c'est parfait parce que ça permet de dire, bah, il y en a qui vont être plus vers les costumes, il y en a qui vont être plus vers le maquillage, il y en a qui vont être plus vers le décor. Donc en fait, moi j'aime bien me balader entre les deux. Mais voilà, c'est ça. Alors c'est très compliqué à avoir le domaine de. Et on va dire, faut s'imaginer, voilà, sur tout ce qui n'existe pas et qui a besoin de paraître à l'écran, bah voilà, faut le fabriquer, faut pas l'acheter. Donc bah il y a quelqu'un qui le fabrique et c'est l'accessoiriste ou voilà, souvent. Et bah, alors mon parcours, on va dire après le lycée, je suis sorti. J'ai toujours aimé apprendre, donc je me suis dit voilà, et je voulais faire et la recherche, tout ce qui est trouver un problème et trouver la solution, les casse-têtes, tout ça, j'aime bien ça. Euh, et, euh, mais plus mental. J'ai jamais été très casse-tête physique. Mes mains vont pas assez vite par rapport à ce que j'ai envie que ça fasse. Donc ça a toujours été frustrant pour moi. Mais donc voilà. Alors à la base, je voulais faire médecine. Donc j'avais fait médecine parce que je voulais faire de la médecine légale. J'aimais bien le côté enquête derrière avec c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup tout ce qui était ethnologie et je voulais déjà faire de la médecine légale mais dans le passé, comprendre comment les gens étaient morts parce que, par rapport à trouver leur mode de vie derrière et ce genre de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que les études de médecine, c'est pas du tout fait pour moi parce que c'est énormément d'apprentissage par cœur. C'est-à-dire que c'est des quantités d'apprentissage et tout ça. Et moi, l'apprentissage par cœur, c'est toujours quelque chose qui m'a ennuyé parce que ce que j'aime comprendre, j'aime apprendre dans un contexte et tout ça. Et je trouvais ça très détourné du contexte en elle-même et c'était apprentissage. Donc je me suis renseigné, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça va être dans 9-10 ans. Quand je vais me spécialiser, et ça va être 2 ans dans tout ça, et ça va être compliqué vraiment. Où je pourrais un peu, mais ça va être compliqué. Je vais avoir 90% du truc, ça va être quand même de l'apprentissage par cœur et pas forcément. Et je dis, c'est pas ma voie. Donc je suis parti, je suis allé parce que je me renseignais, je demandais aux années suivantes, donc je suis parti, je dis c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Donc je suis allé en biologie, géologie, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé aussi la géologie. Donc je suis parti en biologie, géologie, qui est le parcours théoriquement la voie pour les enseignants. Mais au final, je me suis dit, la paléontologie, en biologie, géologie, on avait plus de paléontologie, c'est-à-dire que l'étude des fossiles et des choses comme ça. Je me dis, ça c'est pas mal, ça mixe pas mal les deux. Et puis avec l'ancien, ce que j'aime bien dans le côté paléontologie, c'est qu'on a plus souvent les êtres vivants, ils n'existent plus. Et il faut comprendre comment ils vivaient alors qu'on n'a que des pierres devant nous. Enfin, voilà, c'est les restes fossiles qu'on a. Et on peut plus si on veut voir comment ils se reproduisent, on peut plus les mettre dans une boîte et les cailloux, ils vont pas se reproduire. Ce qui est bien pratique pour le stockage, heureusement. Mais donc voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est super intéressant de partir sur des petits éléments qu'on peut trouver, soit par leur composition, des choses comme ça, et arriver à découvrir où ils vivaient, comment ils vivaient, et voir par rapport à leur forme, l'évolution dans le temps, essayer de comprendre la proposition, où ils sont positionnés dans les sédiments et tout ça, de comprendre comment ça. Je trouvais ça, c'était le même. En fait, au final, c'était le même. Quand j'y repense, c'est la même chose que je cherchais avant à vouloir aller en médecine. J'aimais bien ce côté travail d'enquête, de partir de rien et d'essayer d'arriver à trouver des manières, avec des éléments détournés, d'arriver à avoir le même résultat. Donc il y avait ça, donc j'ai fait ça pendant longtemps parce que je suis allé jusqu'en doctorat. Donc je suis allé en doctorat, donc là après je suis parti, donc j'ai pas mal voyagé, j'ai fait mon doctorat donc entre Dijon et le Muséum d'Histoire naturelle du Luxembourg. Et au final je me suis dit, il y a plein de choses, c'est quelque chose, c'est très spécialiste au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la frontière du savoir en fait. Au bout d'un moment, quand on est spécialiste, on se retrouve à la frontière du savoir où au final, tout ce qu'on peut apprendre, il faut le découvrir. Et c'est excessivement long, et c'est pas assez. Et en fait, je me faisais disputer parce que j'allais voir d'autres. J'ai aidé dans des articles en sciences humaines, des choses comme ça. Mais au final, c'était pas dans ma spécialité. Donc les gens disent non, mais perds pas du temps sur ça, c'est pas ton travail, tu dois faire ça. Non. Et donc je dis mais ouais, moi je peux pas, c'est trop spécialisé. Au bout d'un moment, et puis même pire, c'est qu'on se retrouve à être vraiment pas pouvoir parler 100% de son travail à une seule personne dans le monde. C'est-à-dire qu'on était, au final, j'étais le seul spécialiste de ça à 100%, et ce qui fait que j'avais plus personne avec qui parler en fait. Même d'échanger, transmettre, c'était la plupart des gens, on va dire, si je pouvais transmettre, c'est à 2-3, il y avait 5-6 personnes dans le monde qui s'intéressaient vraiment à ce que je faisais. Et au final, je peux même pas transmettre en fait. J'ai même plus. En fait, je suis obligé de revenir vachement en arrière si je veux transmettre à des gens et de vraiment au basique. Et ce qui fait que ce que je fais tous les jours, je peux plus vraiment le transmettre. Et ce que j'apprends, ça va te mettre du temps d'être transmettre, voire même d'intéresser. Donc en fait, j'étais bloqué un peu là-dedans. Et puis la recherche scientifique, c'est devenu assez.
on l'a vu encore plus avec le Covid, mais c'était déjà des choses qui étaient, parce que moi je passe ça il y a 2014, des choses comme ça, c'était déjà, enfin il y a des trucs qui m'ont choqué, qui me plaisaient pas, justement des gens qu'on a vus, qui m'ont fait partir de la recherche justement comme on a vu avant sur le truc là. Non bref, plein d'éléments m'ont dit bon ben c'est pas possible, vie trop compliquée, c'est forcément vivre en ville et c'est pas forcément ce qui me plaît. Je dis j'ai besoin de nature et je dis au final je vais devoir être dans un labo de recherche. Labo de recherche ce sont des grandes villes et qui sont à travers le monde. Je dis je vais jamais pouvoir vraiment me poser, je vais devoir bouger, ça va être tout le temps le côté là. Je dis bon ben ça me plaît plus, donc j'ai dit bon ben et puis plus assez de créativité, plus assez énorme. Dès qu'on va sur le terrain, c'est des mois de paperasse, de trucs de regarder, de pour publier tout ça. Donc plus assez de fabrication, plus assez de trucs. Donc je me suis dit bon ben. Et en parallèle, quand je faisais pendant mon doctorat, ce qui m'aidait beaucoup, c'est que le soir, je faisais pas mal de cosplay ou de costumes pour des jeux de rôle, des grandeurs nature, des choses comme ça. Parce que ça me permettait de répondre à des questions totalement différentes que je répondais dans la journée. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me poser devant la télé quand on est dans la recherche. On y pense tout le temps en fait, c'est un boulot créatif et on y pense tout le temps. C'est-à-dire qu'on pense tout le temps, ah je pourrais faire tel test, ah je pourrais faire ça, comment je pourrais répondre à ça, ah, tiens il y a ça à faire. Et en fait, on y pense tout le temps parce qu'on a plein de questions qu'on se pose sur notre domaine et on a envie d'y répondre. Donc on ne peut pas se poser à bouquiner, c'est horrible parce qu'on lit des articles toute la journée, donc on n'a plus envie de lire et voilà. Et puis quand on se pose dans la télé, ben, on voit, on n'arrive pas, on zone vite dans notre recherche. Donc je me suis mis à fabriquer des accessoires, des cosplays, des choses comme ça, parce que ça me permettait justement de réfléchir, ça ne me reposait pas forcément, mais je réfléchissais à des questions totalement différentes de ce que j'avais dans la journée. Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, je commençais à partager pas mal, là je me mettais pas mal sur ma page Facebook, j'avais créé une page Facebook dès que j'ai commencé pour montrer, parce que j'avais tout appris sur Internet, je me suis dit, bon, je vais transmettre pareil, je vais mettre sur Internet, et on commençait à me dire, ah c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu prends des commandes, est-ce que tu fais des choses comme ça? Je dis ouais, après je dis non, je bosse à côté. Moi le soir je faisais une journée de labo, après le soir je faisais une journée de boulot, et puis après je dormais. Enfin je faisais les 3-8 mais envers comme ça moi-même. Et donc je dis bon au bout d'un moment voilà, je dis non, j'ai pas forcément le temps. Puis voilà, au bout d'un moment je commence à me dire mais la thèse c'est pas là, la recherche c'est pas pour moi, il y a un problème, ça me correspond pas quoi. C'est-à-dire que ça marche, j'ai un poste, ça tourne, les résultats sont là, mais je dis mais ça me va pas quoi. J'étais frustré et ça n'allait pas. Et en plus, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le métier en fait, d'accessoiriste. Au final, on ne se pose pas la question. C'est des choses, décorateur, on se pose la question, costumier, on se dit, décorateur, quand on voit un décor SF, on se dit, faut bien le fabriquer, on ne le trouve pas, tu ne peux pas aller chez Ikea et dire, tiens, je voudrais le rayon Alien 1, voilà, c'est la nouvelle gamme Alien 1, Nostromo, le nouveau meuble Ikea Nostromo, vous les trouvez, pack, c'est LB en libre service, voilà. Non, il n'y a pas ça. Costume pareil, on se dit oui, les costumes, on les voit pas. Et en fait, tout le côté autour de l'accessoire qui en fait permet de meubler en fait entre le costume et le décor, faut bien remplir la vie derrière. Ça, on le voyait pas beaucoup. Et en fait, c'est quand j'ai voulu faire un costume pour, c'était à la période où il y avait le Hobbit qui était ressorti. J'avais beaucoup aimé Seigneur des Anneaux, je suis allé voir le Hobbit. Et en fait, j'ai voulu faire un costume du Hobbit et je me suis donc renseigné un peu derrière. Et c'est là que j'ai vu Weta Workshop. Et en fait, en me renseignant encore plus, j'ai vu d'autres choses et je regardais aussi Mythbusters et j'ai vu les trucs comme ça avec Adam Savage qui montrait pas mal. Et je dis mais en fait j'ai vu ce métier qui était là en fait et qui est pourtant en face de nous mais qu'on voit pas quand on se pose pas la question et qu'on n'est pas du milieu parce que mes parents pas du milieu. Je dis mais en fait ça c'est trop bien, ça c'est un métier qui existe en fait. Je dis putain je vais essayer de ça quoi. Je veux dire je vais essayer de voir. Donc j'ai regardé, il y avait des formations en France, il y en avait sur Paris et donc j'ai arrêté la recherche. Et pendant un an, j'ai pris que des commandes de gens. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans la formation, j'ai dit j'ai un an là la formation, je m'étais pris un peu tard parce que j'ai quitté en novembre. Donc je dis jusqu'en septembre prochain où la formation commence, je vais pas faire de projet personnel, je vais quasiment faire que des projets commandes. Donc parce que c'est simple quand on a une passion, c'est simple dans un hobby de se motiver pour ses projets. C'est facile, c'est ses projets, on aime, c'est facile à se motiver. Mais se motiver sur un projet de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient avec son projet, c'est pas forcément dans nos goûts, d'un point de vue esthétique, c'est pas ce qu'on aurait fait avec un cahier des charges précis, parce que quand on est hobby, on peut se débarrasser en disant ça c'est un peu chiant, je le fais pas. Mais quand c'est en pro, on peut pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de le faire. Le client il veut ça, il faut le faire. Même si c'est chiant et tous les boulots, il peut être le boulot le plus patient du monde, il y aura forcément un moment, ça va être chiant.
Donc ça va être révélatif, ça va être compliqué. Et là, je me dis, bon, bah ça, je ne peux pas passer à côté. C'est-à-dire que c'est pour un client, il faut un produit à la fin, il faut qu'il soit fini jusqu'au bout, comme il le veut lui. Et je ne peux pas dire, bah non, finalement, je ne fais pas ça parce que voilà, j'ai la flemme, quoi. Je dis, mais non, mais c'est un choix artistique, mais en fait, c'est de la flemme. Mais donc voilà, ce genre de choses. Et donc ça, on n'a pas le choix quand on pro. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ça, je vais, comme on recherche, je vais dire, comme je fais toujours, je dis, j'ai un problème, je vais essayer de résoudre et de comprendre, de vraiment voir, enlever toutes les autres concurrences et voir vraiment ça. Donc j'ai fait ça et j'ai dit, bah, en fait, ce qui me plaît dans ça, c'est justement trouver comment faire. C'est pas forcément le réaliser, c'est pas forcément l'artistique derrière ou l'aspect esthétique, mais c'est comment arriver à le faire de partir du dessin ou du concept de la personne et comment le rendre réel en fait. Les problèmes que ça va créer pour qu'il soit réel et qu'il puisse faire ce que la personne a besoin qu'il fasse. Donc tout ce cahier des charges, répondre à ces questions-là, ça c'est ce qui me passionne le plus en fait. C'est ce qui me plaisait déjà dans le cosplay, c'est ce qui me plaît dans la création de costumes et ce qui me plaît dans mon boulot et ce qui me plaisait dans la recherche. C'est-à-dire qu'on a un truc à la base, on veut cette réponse-là et il faut qu'on trouve comment. Après, des fois, le cheminement, la fabrication, c'est chiant, hein, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Hein. J'adore travailler mes mains, mais des fois, ça peut être chiant. Hein. Mais voilà, le côté répondre à cette question-là, et donc je me suis dit, ah bah putain, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et donc j'ai fait ma formation. J'ai fait ça pendant, donc c'était une formation d'1 an sur Paris. Et à la fin de la formation, je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Et donc j'ai créé mon entreprise sur Paris, j'ai trouvé un petit atelier. Et en fait, pendant la formation, à la fin de l'année, mon professeur me dit, je t'ai vu travailler avec les autres élèves, j'ai vu que tu avais pris pas mal de temps pour les aider et tout ça, j'ai vu que tu donnais des conseils, tu as une technicité bien. Je pars à la retraite, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, est-ce que tu veux me remplacer? Je fais OK. Donc, j'ai dit, je laisse créer mon entreprise pendant 1 an, et puis après, l'année prochaine, j'ai pris un poste de prof et j'ai continué mon entreprise en parallèle. Ce qui a permis de mettre pas mal, un peu d'argent de côté pour pouvoir justement acheter une maison et venir m'implanter maintenant dans les Vosges, quitter Paris. Parce qu'en fait, le but, c'était ça aussi. C'est-à-dire que d'avoir une vie plus simple, qui me passionne, et d'avoir un métier, et d'y rester sur Paris, la vie est excessivement chère. Et c'est trop compliqué. Il faut énormément de rentrée d'argent tous les mois. Moi, j'ai tendance à être anxieux, et c'est une quantité d'argent qui doit être rentrée, donc de travail obligatoire à rentrer tous les mois. Pour moi, une vraie anxieuse, surtout quand on est freelance. C'est complexe de même une entreprise, c'est-à-dire faut des contrats, c'est à quand le prochain, maintenant j'ai fini celui-là, il faut que j'en ai un autre, il y a pas de, c'est pas comme au travail, on se dit au travail, le travail il arrive tout seul, c'est-à-dire que faut que je trouve un autre projet, il faut remplir faut que le cahier des projets, le cahier de commandes continue à être alimenté toute ma vie, donc il faut que je dise faut que si je veux pouvoir être moins ça, il faut que j'ai moins besoin de rentrer, c'est-à-dire qu'en fait donc au final, d'où venir un peu ici, c'est-à-dire le but pas forcément mais de partir de Paris pour arriver à avoir des loyers moindres, ou voire même pouvoir acheter une maison et d'avoir un prêt qui est bien moindre que le coût de vie sur Paris, et d'avoir moins en moins de charges, donc moins en moins besoin de travailler pour pouvoir bosser pour moi ce que j'ai envie de faire, créer de plus en plus en fait. De libérer ma force de travail pour la mettre où j'ai envie de l'avoir et pas juste devoir sortir de la monnaie sonnant de l'argent en piécettes pour payer un loyer ou un prêt ou autre. Donc, voilà. Alors dans quoi je me suis spécialisé? En fait je me suis un peu spécialisé dans rien. Parce que je suis, en fait, je suis pas un spécialiste pour l'avoir expliqué déjà. Spécialiste, c'est pas quelque chose qui m'attire en fait, parce qu'au bout d'un moment, on est spécialiste et on est. Alors peut-être qu'avec le temps, j'arriverai peut-être à me spécialiser en quelque chose, mais au final, j'ai pas cette mentalité d'aller jusqu'au 100%, de connaître tout quelque chose qui est un peu le but du spécialiste, c'est d'être le spécialiste, donc de connaître tout et la moindre recoin de son domaine existant, et dire voilà, je suis spécialiste de ce domaine-là, parce que en vrai c'est jamais possible, il y a toujours au bout d'un moment, mais en fait la quantité de savoir qu'il y a à apprendre à la fin, elle est minime, et rester spécialiste, j'ai vu cette possibilité d'enfermement du spécialiste dans la recherche, et je dis je veux pas voir ça dans le vrai où les gens après ils vont venir que te voir pour ça. C'est ça aussi, c'est que les clients ils te voient un client, il y a pas forcément, c'est pas la personne la plus originale au monde, c'est-à-dire que la personne elle vient te voir toi parce qu'elle t'a vu travailler ça. Et quand tu deviens spécialiste, en fait tu commences à avoir des commandes, c'est que ces choses-là, donc tu vas avoir des clients qui vont venir que pour ça. Et au bout d'un moment, en fait, tu n'as plus vraiment cette besoin de recherche où elle est minime. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, le client, il voit avec ce projet, je sais comment je vais faire ça. Et tu te retrouves à faire un peu tout le temps la même chose. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Dans mes métiers de tous les jours, j'ai horreur de faire deux fois la même chose.
Pour moi, d'un point de vue mental, c'est compliqué parce que justement, je sais comment faire. Donc déjà, toute la côté recherche-développement créatif, il disparaît un peu parce que je dois refaire la même chose. Ça a tendance à m'énerver parce que ça me suffit pas d'un point de vue mental pour pouvoir m'intéresser au travail et c'est énorme, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que j'ai horreur des travaux en série parce qu'au bout d'un moment, une fois que tu as fait le prototype et que la série elle tourne, la série elle tourne, je peux former n'importe qui sur tous les éléments et n'importe qui peut le faire. Une fois que la série elle tourne, bon c'est plus un problème, mais donc c'est plus intéressant. Donc en fait, on va dire, je me suis spécialisé dans la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis spécialisé plus, on va dire, dans la conception derrière. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir pour des problèmes de conception. C'est un peu là-dedans, à la rigueur, je me suis spécialisé. C'est dans le truc, on peut venir avec. Je commence un peu à être connu dans le milieu en tout cas, de la fabrication comme si on vient me voir, on va avoir, au pire, on va avoir une piste de recherche pour là. Si on vient avec rien, avec juste le projet, on va avoir une piste de recherche, soit une personne, soit un procédé que je ne maîtrise pas, mais je dis peut-être chercher là-dedans, moi j'ai pas le temps, mais chercher là-dedans, il y a peut-être quelque chose. Ou alors carrément une solution, voire plusieurs solutions, selon le cahier des charges, selon ce que la personne se sent de faire. C'est-à-dire que on va dire, s'il y a un truc où je suis spécialisé un peu là-dedans, c'est plus en conception. C'est-à-dire que voir un projet et rapidement arriver à le décomposer, voir comment on peut le faire par rapport aux compétences de l'atelier dans lequel il est fabriqué. Ou dire est-ce on le fait en dehors d'un autre, on va avoir un autre atelier pour le faire, un autre truc, ça on peut le commander, le fabriquer là et après l'intégrer dans l'atelier. On va dire c'est plus dans cette gestion-là de conception où on va dire si je suis un peu spécialiste, c'est plus là-dedans, c'est plus dans la conception. Je pense que rapidement quand je vois quelque chose, j'arrive à sortir, à dire tiens ça on peut faire comme ça on peut faire comme ça, selon le cahier de charge des clients. Donc ça, à la rigueur, si je suis spécialiste, c'est là-dedans. Parce que j'adore la technique, j'adore apprendre, donc en fait, et c'est ce qui me plaît le plus en fait, c'est d'avoir à réfléchir, c'est là où les engrenages ils tournent et d'avoir d'être devant le projet, dire ah, comment on va faire ça, on pourrait faire ça, mais si je fais ça comme ça, je vais avoir un problème avec ça. Et en fait, l'étudier les arborescences que pose une conception, c'est quelque chose que j'adore, même voir des fois des trucs que je vais pas faire, je vais regarder juste pour le plaisir de dire tiens si je devais le concevoir, qu'est-ce que ça ferait quoi. Ça c'est le genre de choses qui m'intéresse, c'est dire des fois, bon, c'est sympa, la conception simple, par contre, ça va être chiant à faire, je le ferai pas. Ou si on me le demande, j'envoie un autre atelier, et puis au pire, je fais la conception et je transmets à l'autre atelier. Et voilà, c'est ce que je fais, c'est ce qui me plaît le plus, on va dire, dans mon métier. Au final, c'est ça, c'est le côté conception derrière. Voilà, si je suis spécialisé, c'est plus là-dedans. Mais sinon, après, j'ai tellement envie de faire plein de choses, et au niveau des inspirations, au niveau de ce qui m'inspire, un peu. Comme je suis très curieux, il y a un peu de tout en fait, c'est un peu tout ce que je fais, c'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi. Comme les mash-up ou les choses comme ça, j'adore regarder en fait, me nourrir de mon catalogue intérieur d'images, de tout un tas de choses quand je bosse sur un sujet. Là, j'ai fait un master pour un gobelin, j'ai dû écumer tous les sites de design, d'artwork, de sculpture, de make-up, pour arriver en fait à. Parce que des fois, on ne fait pas gaffe, mais on a des inspirations qui peuvent être. Si on ne cherche pas beaucoup, on risque de tomber sur du plagiat ou des trucs très proches d'une source originale, parce qu'on n'en a qu'une ou deux. C'est comme quand on fait de la recherche, si on n'a qu'une papier, au final, ce qu'on dit, c'est pas notre avis, c'est l'avis du papier là. Et d'en regarder plein différents, de regarder une quantité différente avec différentes sources et des choses comme ça, pareil sur des sites et tout ça. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va permettre de noyer des fois ce qui nous a envie de faire ce projet, de noyer, d'arriver à trouver justement notre idée de ce que serait cet objet ou ce masque ou ce personnage, comment il serait en ayant vraiment notre avis à nous sur l'ensemble de ce qu'on peut voir, ce qui est accessible à moi pendant plusieurs mois de recherche d'images, ce qui est accessible à moi. Et donc vraiment c'est mon truc, c'est pas juste quelque chose qui a été pris comme ça. Donc en création j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que pareil, quand j'ai créé mon logo, quand j'ai créé les masques, tout ça, c'est d'essayer après sauf les mashups quand je prends différents, mais c'est vraiment d'essayer dans l'inspiration, c'est de se noyer en fait dans une quantité astronomique d'images, et en fait ça aide aussi après dans la conception, dans le design, de dire en fait j'ai ça, et en fait il y a un truc, j'ai vu cette forme là, ou des fois c'est juste, ça peut être une inspiration de voir et puis dans la vie de tous les jours aussi, dans mon boulot c'est la vie de tous les jours, regarder comment un meuble vit, dans le métro, moi je regardais comment les fringues des gens s'abîmaient, comment le sol du métro se salissait, comment tout partout, comment
Tous les jours, chaque truc, je vois, des fois, je prends une photo dans la rue d'un bout de statue parce que j'aime bien la mousse, comment elle s'est organisée dessus, et je dis, ah, ça serait sympa à reproduire, ou telle patine, tel truc. Donc en fait, c'est des choses où ouais, l'inspiration, elle vient de tout le temps, tous les jours, en fait, c'est de l'observation. Je pense que c'est important quand on fait quelque chose de créatif, c'est de garder les yeux ouverts, en fait, d'observer ça tous les jours. Et ça permet aussi de prendre du recul aussi sur notre art, c'est-à-dire que l'inspiration, c'est pas un truc divin qui vient de quelque chose, c'est tout ce qu'on a vécu. Rien que notre façon de voir, notre façon de décomposer les choses, notre façon de créer, notre façon de créer, au final, c'est aussi tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, c'est le milieu dans lequel on a vécu, les inspirations qu'on a eues quand on était petit, qui on a été. Moi, je sais que ce métier-là, ben, au final, moi, j'ai toujours aimé bricoler parce que mes parents, ils sont bricoleurs. J'ai travaillé dans des maisons. Mais j'avais dans ma famille un de mes oncles qui a fabriqué un ULM, des hydroglisseurs, des trucs qui fait ça dans son garage. Il a aucune connaissance, il n'est pas ingénieur du tout, il est soudeur à la base, mais il a fait, il a dit j'ai fabriqué un ULM et il vole avec un ULM qu'il a fabriqué lui-même dans son garage. Donc il fait bon voilà, ou un hydroglisseur, ou il fait tout un tas de trucs. Et je dis en fait c'est des choses où en fait au final mon grand-père aussi bricolait énormément dans son garage, même s'il montrait pas forcément tout. Et en fait, c'est dans un environnement comme ça que j'ai vécu. J'ai toujours aimé bricoler. Mes parents m'ont jamais bloqué sur tout ce qui était créativité, dessin. Moi, j'ai aimé ça, bricoler, fabriquer des trucs. Ça m'a toujours plu en fait. Et donc en fait, c'est ça, c'est toute cette inspiration qui est derrière. Et mon travail dans la recherche me fait que la façon dont je vais faire un projet en conception est marquée par mon projet. Donc en fait, les inspirations, elles viennent de tout et de rien. Et des fois, on les voit même pas forcément, nos aspirations. Et des fois, on retombe dessus. Et des fois, on dit, ah bah tiens, ça ressemble vachement à ça. Et tu regardes, tu fais, ah bah oui, c'est vrai que c'est un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et je l'ai vu, et c'est ressorti sur un de mes accessoires. Et ça arrive, c'est sans qu'on le sache. Et donc, c'est important de tout le temps regarder. Donc, mes inspirations sont, on va dire, c'est le quotidien, c'est mon parcours, c'est les gens qui m'entourent, c'est les rencontres qu'on fait. Après, des fois, ça peut être l'inspiration peut être forcée par un cahier des charges sur un client, mais après voilà, mais sinon quand c'est moi, c'est très libre au final, c'est très ce qui m'inspire, des trucs que j'ai en tête, la bibliothèque d'images quoi. Voilà. Alors on va commencer par la question simple, qui sont mes clients? Alors les clients, ça peut être, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait ça peut être un événement qui vient parce qu'il a besoin d'une mascotte, ça peut être une boîte qui a besoin de fabriquer des choses en série. Ça peut être d'autres ateliers qui m'appellent soit en renfort, soit en besoin de fabriquer un prototype, où ils ont eu un prototype et il faut faire en série, donc ça peut être des ateliers. Ça peut être des boîtes de production pour des courts-métrages, des publicités, des choses comme ça. Je fais peu de longs-métrages. Parce que déjà en France, on a peu de longs métrages où il y a vraiment besoin d'énormément de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, on fait principalement du moderne ou de l'historique récent, ou des choses qui existent déjà, du médiéval ou du Renaissance. C'est des choses où en fait, on a déjà énormément, il y a peu de fabrication au final derrière à faire, en tout cas en termes d'accessoires. On fait peu de SF, on fait peu de science-fiction, qui sont énormément qui sont les plus gros consommateurs d'accessoires et de décors et de choses comme ça, parce qu'en fait c'est des choses qu'on ne peut pas trouver comme ça, il n'y a pas de fabrication de base sur ça, donc c'est énormément consommateur de SF et on en fait très peu en France, donc en fait au final ça dessus je peux. Après c'est surtout pour ça que je travaille beaucoup avec des pubs ou des événements, parce que là souvent les gens ils veulent des trucs genre de pop culture, SF ou des choses comme ça, donc là il y a besoin de fabriquer, parce que là c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce, ou qu'on trouve dans le commerce, mais qui ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont besoin de faire dans un film. C'est-à-dire qu'on trouve des fois, on peut trouver des épées du Seigneur des Anneaux en métal, mais si on la veut, les gens veulent taper des gens au-dessus, ça va être compliqué de faire ça avec une vraie épée, parce qu'en fait l'acteur il va pas être d'accord. Donc il faut la refabriquer, ou des choses comme ça, où il y a des choses qu'il faut faire comme ça, ou des épées médiévales qu'on trouve dans le commerce, mais qu'on ne trouve pas, qui permettent de taper quelqu'un. On trouve des épées de GN, mais qui ne sont pas assez réalistes pour pouvoir être utilisées enfin des épées de jeu de rôle qu'on trouve en mousse, mais qui ne sont pas assez réalistes pour être utilisés de près à l'écran et taper quelqu'un avec, ça se voit tout de suite que c'est une fausse épée en mousse, ça ne marche pas. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être derrière, mais par exemple théâtre aussi, c'est pas mal consommateur, parce que la théâtre, souvent ça doit être vu de loin, donc en fait des objets des fois réels sont trop flous pour ça, ou alors ils ont besoin d'être cassés sur scène, ou cassés de façon répétée. Donc il faut que ça soit le même objet, donc on est obligé de fabriquer pour qu'il puisse se casser pile poil à l'endroit où il a besoin d'être cassé, et de pouvoir être remonté sur scène tous les jours, que l'accessoiriste, ça veut dire bon voilà, il a été cassé aujourd'hui, crac, hop, c'est bon, il est prêt pour demain.
Donc il a juste à le coller et dire il va se casser, demain il va se casser au même endroit et pas ailleurs. Donc en fait c'est ce genre de choses où là, théâtre, moi c'est surtout publicité, événement où il y a beaucoup de là, pas mal de demandes. Et puis des particuliers, des gens qui veulent un costume d'un super-héros ou qu'on ne trouve pas dans le commerce. Alors maintenant, il y a énormément de développement dans tout ce qui est AliExpress, tout ça, mais il y a quand même des costumes ou des types de costumes ou des qualités de costumes de finition qu'ils veulent, qu'ils ne peuvent pas avoir actuellement dans le commerce. Donc, ils viennent nous voir. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est mes clients en général. Voilà, c'est ça. Et puis après, au niveau de mes projets dont je suis le plus fier, ça, c'est compliqué parce qu'au final, je finis toujours par ne plus les aimer. Ça, quand on est en création et que des projets sont longs, au final, on en a toujours marre. Au bout d'un moment, on en a marre. C'est le truc, je pense qu'il faut être au courant. N'importe quel artiste, je pense que ça arrive à n'importe quel artiste, n'importe quelle personne qui fait de la création. Tout projet un peu long, à la fin, on en a marre. Même si c'est un projet qui nous passionne, à la fin, il nous sort par les yeux. La fin des les derniers points de la liste à faire sont toujours les points les plus réverbatifs à faire. C'est toujours compliqué de finir le projet. Voilà. Donc à la fin, il nous sort toujours un peu pour les yeux. Puis en final, comme j'aime apprendre et tout ça, au bout d'un moment, je vois plus que les défauts. Je dis, je pourrais faire mieux. Et à la fin, je fais mieux. Et ce qui fait que le précédent, il a toujours. Voilà, après, il est toujours moins bien vu que les suivants, quoi. Mais après, il y a des projets qui tiennent à cœur. Il y a des trucs, il y a des projets qui ont été intéressants. Il y a les projets, après, c'est compliqué de dire quel projet me plaît vraiment. Il y a des projets qui sont cool parce qu'au final, c'est plus des projets de partenariat avec des gens ou des choses comme ça qui m'ont permis de travaux. Parce qu'au final, c'est. Ouais, non, je ne pourrais pas te dire quel projet mes projets préférés que j'ai fait. Actuellement, il y a ma série de masques que j'aime beaucoup, que je suis en train de travailler dessus. Mais même là, faut que je la finisse parce que les premiers que j'ai fait commencent déjà un peu à me sortir par les yeux. Dire, ouais, mais ils sont pas si bien, enfin, peut-être que je les repasse. Donc, c'est un peu le problème, c'est que je suis. Ouais, si, et après il y a Hellboy qui m'a permis le projet Hellboy que j'ai fait, qui m'a permis de rencontrer Minua, le créateur. Donc ça c'est une série que j'aimais beaucoup et donc c'est un costume que j'avais envie de faire. En fait, si, c'est des projets qui m'ont permis, enfin Spawn que j'avais fait il y a quelques années, parce que c'est des projets qui m'ont permis de rencontrer des gens, qui m'ont permis ensuite après de dire, ça m'a permis d'accéder à ça et de voir les gens. Le projet en lui-même n'est pas forcément le plus intéressant. Mais en fait, ce qui m'a permis, les personnes que j'ai pu rencontrer, l'expérience qui m'a fourni après est le plus intéressant. Et c'est ce qui est aussi ce que j'aime dans les accessoires, c'est quelle expérience va avoir la personne en manipulant l'accessoire. Et je pense que c'est ça c'est la plupart des projets, c'est ça. J'ai travaillé sur des figurines pour Blizzard dans des ateliers, ce qui m'a permis de rencontrer des gens et ce qui m'a permis ensuite d'avoir des places dans mon atelier. En fait, c'est les rencontres comme ça où j'ai travaillé sur du montage dans un musée à Paris, et ce qui fait que j'ai rencontré des gens, ce qui m'a permis aussi d'avoir une place dans un atelier, de rencontrer. Et c'est plus au final, ces projets-là, c'est plus les personnes qui m'ont permis de rencontrer, ce qui m'a permis de faire l'expérience que le projet en lui-même au final presque. Le souvenir que j'ai derrière, c'est plus ce qui m'a apporté que le projet en lui-même. Qui au final me sort toujours au bout d'un moment, j'ai envie de le jeter, quoi. En anecdote, on va dire c'est plus... je pense qu'il peut être intéressant, parce que j'ai pas vraiment d'anecdote précise par rapport à mon métier, mais je pense que c'est plus l'impact que peut avoir la chance justement dans notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, on n'imagine pas. Alors le talent, c'est très bien. Le talent, c'est très très bien c'est important. Bon, le talent, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que la capacité de travail d'une personne, à quel point vous êtes compétent dans votre domaine. Parce que le talent, ça n'existe pas, c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure en travaillant en fait. C'est une discipline en fait. Le talent, il n'y a personne qui vient inné et dire c'est bon, je sais fabriquer tous les accessoires du monde et je suis parfaitement sculpteur. Tous les sculpteurs ont commencé à faire des cendriers de merde en terre cuite, quoi. Potier pareil, même les potiers de génie ont commencé par des caca en terre, tout le monde. Donc voilà, tout le monde a commencé à la pâte à modeler en primaire. Personne qui sort Vénus de Milo en primaire. Je connais pas directement en tout cas. Et donc voilà, donc la chance c'est hyper important dans notre métier, et puis même dans la vie de tous les jours en fait.
Mais parce qu'en fait, c'est important d'être connu, en fait, qu'on sache que tu existes. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être dans ce métier-là, si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir, il faut qu'il sache que tu existes. Tu peux être le meilleur du monde dans ta cave, si personne ne sait que tu es le meilleur du monde, bah, tu es le meilleur du monde dans ta cave et c'est très bien, et tu ne vis pas. Et la chance, en fait, elle permet d'avoir Après, quand on est bon, bah, on a eu une occasion, on est tombé, bah, il est très bien, voilà, bah, on continue de bosser avec lui et c'est parfait. Voilà, ça, c'est le moment où on a la main dessus. C'est-à-dire qu'on a la main sur ce qui va se passer. C'est le moment où bah, c'est à toi de faire. La chance te donne l'occurrence de pouvoir montrer ce que tu sais faire. C'est là que tes compétences et toi rentrent en compte vraiment. Et la chance, c'est tout ce qui fait avant. C'est 90% du truc, en fait. C'est quasiment. On n'a pas la main. C'est-à-dire que c'est les rencontres qu'on fait. Et pour revenir à ça, dans l'anecdote, c'est-à-dire qu'au final, c'est dans ma carrière d'accessoiriste. Quand j'ai voulu me lancer là-dedans, je me suis lancé très tard. J'avais 29 ans quand j'ai voulu faire mon CAP. Donc, il y a eu pas mal de portes fermées parce qu'après 25 ans en France, les formations, c'est très très compliqué. Parce qu'on pense qu'après 25 ans, c'est fini. Tu fais ta carrière et puis tu meurs dans ton bureau ou autre chose, quoi. Donc ça, l'aspect carrière en France est encore très marqué et donc moins en moins heureusement, mais après 25 ans, on pense c'est bon, t'es formé, on s'en fout, c'est fini. Alors pour quelqu'un qui aime apprendre et changer de carrière, c'est compliqué. Donc voilà, il y avait deux formations, il y avait trois formations en France sur accessoiristes réalisateurs que je voulais faire. Il y avait le CFPTS, qui est une formation privée, qui est payante. Donc moi, j'avais pas forcément les moyens de me lancer dans une formation payante qui est assez onéreuse. Le coût à l'année, et il y avait des formations à l'éducation nationale, en CAP classique, post-bac. Et il y en avait deux, et donc il y avait une qui me plaisait un peu plus, et j'ai donc candidaté à celle-là, et j'ai été refusé parce que j'étais trop vieux. Donc j'ai dit mince, parce que je dis bah, votre dossier il est très très bien, c'est très très bien comme dossier, mais le problème c'est parce que j'avais mis mes créations et trucs comme ça dans le dossier, ils ont dit ah, c'est très très bien, mais en fait vous êtes trop vieux, on ne peut pas vous accepter, vous avez plus de 25 ans, ça marche plus. Donc depuis ils ont changé il me semble. Mais à l'époque, il n'y avait pas, c'était en 2014. J'ai dit, bon, ben, je vais me mettre à l'autre, je vais aller sur l'autre formation. Donc je suis allé sur l'autre formation, et puis ben, j'ai été accepté. Là, ils s'en foutaient de l'âge, il y avait même quelqu'un qui avait 40 ans dans la formation, je n'étais même pas le plus vieux. Donc c'était cool, donc j'ai fait cette formation-là. Ce qui m'a permis d'avoir un stage de cette formation-là, j'ai pu trouver mon stage quelque part. Et c'est dans ce stage-là que j'ai rencontré quelqu'un. Quand j'ai voulu créer mon entreprise, il me fallait un atelier. Et j'ai pu rencontrer quelqu'un pendant ce stage-là qui m'a dit « Ah bah moi je cherche quelqu'un, j'ai une colocation d'atelier. Je cherche quelqu'un parce que j'ai quelqu'un qui part en septembre. J'ai besoin de quelqu'un en septembre. » Moi j'ai dit « Bah voilà, j'ai eu la chance de… Cette personne-là, je la connaissais ni Neve ni Dana avant et on s'est rencontrés sur le projet. On a sympathisé et au final, il a dit moi je cherche un truc, je suis allé voir, je dis ça me plaît et j'ai pu trouver cet atelier-là sans avoir trop à chercher alors que c'était compliqué. Je dis j'avais pas beaucoup d'argent, sur Paris trouver un atelier, j'étais en train de chercher des trucs dans les banlieues, à chercher des hangars et me foutre un conteneur dedans pour dormir là-dedans et j'avais trouvé, il y avait des trucs sympas ou dans des bureaux, dire tant pis je vais dire que c'est mon entreprise mais je vais vivre dans les bureaux et dans la salle de bain du bureau quoi. Ça va être ça quoi. Donc il faut se démerder au début, hein, c'est comme ça. Et donc je dis puis là c'était bien. Il y avait un coin appartement, il y avait les ateliers, c'est parfait. Je dis c'était super cool. Donc je me suis lancé là-dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai rencontré dans le stage. Et par rapport à ce métier-là, en fait au final d'avoir fait cette formation-là, ce prof-là que j'ai rencontré, il partait à la retraite et il était bien content de me rencontrer là. Mais au final c'était un hasard. En plus j'étais sur liste d'attente parce que je m'étais mis tardivement. Donc au final j'étais sur liste d'attente, j'ai été pris. J'ai rencontré ce prof-là, ça s'est bien passé avec lui, je me suis bien entendu avec les autres élèves. Tout ça, le fait que j'avais déjà été formateur, ça m'a aidé à aider les autres élèves. J'avais déjà pas mal de compétences techniques. Au final, le CAP m'a pas servi j'ai rien appris de spécial, ça m'a juste donné des contacts. Mais des contacts, c'est un pourcentage de chance de trouver du travail après derrière. Et en fait, c'est ça. Et je dis, j'aurais été accepté dans l'autre formation, j'aurais peut-être pas eu ce poste de prof, j'aurais peut-être pas été dans cet atelier-là à la fin. Et donc, j'aurais peut-être pas pu m'acheter ma maison maintenant, en fait. Et c'est tout. Et dire, en fait, j'aurais été accepté dans l'autre truc, c'était totalement différent, j'aurais rencontré d'autres gens. Ça se trouve, je serais peut-être prof dans l'autre formation, parce qu'ils avaient besoin de profs aussi là-bas. Mais j'aurais eu une vie totalement différente et j'aurais peut-être pas eu le temps, j'aurais peut-être pas rencontré ma compagne à l'heure actuelle, j'aurais pas tout un tas de choses. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que ça montre que c'est la chance, c'est les rencontres qui font que ça permet c'est pas. Malheureusement, c'est pas
Ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, c'est pas tes capacités, c'est pas tes compétences qui font que tu réussis dans la vie, c'est l'endroit où tu es né. Enfin, c'est statistiquement, c'est l'endroit, c'est la famille dans laquelle tu es né, c'est la chance de la naissance, la chance du débutant, qui fait que c'est ta plus grande, c'est selon où tu nais, qui fait que tu as le plus de chances de réussir dans la vie ou pas, que ton talent, ton niveau d'études, et voilà. Ça a été, donc c'est une part importante dans le métier, c'est-à-dire qu'il faut la chance, il y a un moment, on te donne ta chance, et c'est là qu'en fait, c'est le seul moment là où mais plus tu connais le monde, plus on a de chance de te donner ta chance. Et c'est là que, et le seul moment où tu as parfaitement la main dessus, bah, c'est au moment où on te donne ta chance. Et on va dire, c'est ça en anecdote. Et puis pareil, j'ai eu des boulots où j'ai pu. L'atelier suivant que j'ai eu quand j'étais devenu prof, c'est parce qu'une des profs de cette formation-là m'avait recommandé à un gars, il dit bah, cherche des gens pour de la fabrication. Bah tiens, prends-le lui, il est très bien. Et il m'avait appelé, donc j'avais pu après trouver un autre atelier. Où quand j'ai déménagé l'autre, j'ai pu trouver un atelier facilement. En fait, c'est ça. Et j'aurais tout ça, bah, il n'aurait pas pu exister si j'avais finalement été accepté dans l'autre formation, ou si j'avais être parti là-dedans 3 ans plus tard, où maintenant ils acceptent les gens de plus de 25 ans. Et il y a plein de gens avec qui j'ai pu parler parce qu'on était voisins d'atelier, donc j'ai pu partager avec eux, et en fait, et c'est ce qui fait que je suis là maintenant, et je me dis, bah, ça se trouve, ce projet, j'aurais peut-être pas pu le faire, ou dans 10 ans, ou 15 ans, ou même jamais. Et voilà, on va dire, petite anecdote, c'est ça, c'est dire le côté, à quel point la chance et les contacts peuvent jouer dans notre vie, en fait, sont une phase importante, et on peut être des fois le meilleur du monde. Si on n'a pas eu la chance qu'on nous donne notre chance, et ben, alors on peut la forcer dans les rencontres, mais au final, des fois, c'est ça qui est complexe, c'est que des fois on peut être très bon et pas avoir de chance, et ça peut arriver à n'importe quand, quoi. C'est pour ça. Faut pas se laisser abattre, et des fois on est très bon et on n'a pas la chance, faut pas se laisser abattre, des fois ça peut arriver tardivement. Il y a des acteurs, il y a des gens qui sont connus à 50 ans, ils commencent leur carrière à 50 ans, ou qui pendant des années ont rien réussi, qui finalement ont un truc bien, et ça marche à 50 ans, ou même à 70 ans, ou même des fois malheureusement pas de son vivant. Dans le pire des cas, pas de son vivant, et puis dans le pire des cas, bah, jamais, mais bon, c'est pour ça qu'il faut faire ce qui nous plaît aussi, il faut essayer de faire un maximum ce qui nous plaît. Alors comment se lancer dans ce métier-là? Là-dessus, en fait déjà ça dépend ce qu'on aime le plus. C'est-à-dire qu'au final, lancer là-dedans, on peut faire des formations. On va dire qu'il y a les formations qui sont accessibles. Les formations, c'est pas la panacée. On va dire une formation, c'est un tremplin. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'acquérir beaucoup de techniques et beaucoup de savoir en très peu de temps, et nous lancer puis nous donner des contacts, du temps de se rater, du temps de se former. Donc ça, c'est pratique la formation pour ça. Après, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'en final, malheureusement, ce qui fait le plus dans le métier là, c'est les contacts, c'est être connu, c'est savoir qu'on existe. Et là-dessus, il faut appeler des ateliers, il faut dire j'ai envie de me former là-dedans, il faut contacter des gens, il faut contacter des formations, essayer de faire les formations. Si on n'y arrive pas, voilà. Maintenant, maintenant, on a Facebook, les réseaux sociaux, on peut trouver des groupes d'accessoiristes, des groupes de gens dans le costume, quel que soit le métier en fait. Allez voir, si vous voulez faire plombier, allez voir votre plombier et demandez-lui. Et ça se trouve, il peut des moyens de former, qu'est-ce qu'il a fait. Il faut se renseigner, il ne faut pas juger. Si vous voulez être accessoiriste décorateur, allez voir d'autres accessoiristes décorateurs, pas que moi. Ou des gens que vous connaissez, ou même que vous ne connaissez pas, des ateliers que vous trouvez, contactez, ou même des fois, maintenant vous pouvez contacter Weta carrément, dire voilà, je voudrais faire ce métier-là, qu'est-ce que vous me conseillez, et ils répondent en plus, c'est ça le pire, enfin c'est ça le pire, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant les gens ils répondent, et c'est des gens qui sont ouverts à la formation, et qui sont toujours prêts à partager leur savoir, et vous pouvez contacter d'autres accessoiristes, des gens comme ça. Parce qu'il y a plein de façons d'entrer dans le métier. Il y en a, ils n'ont jamais fait de formation, ils sont entrés au bas de l'échelle, ils ont commencé à poncer des tonnes de trucs, puis après on leur dit tiens, t'es pas mal en ponçage, tu veux pas sculpter un petit truc, ou faire du moulage, ou dire voilà, finalement tu vas faire des tirages, tu vas faire autre chose, tu vas pouvoir faire ça, puis tu commences, t'es pas trop mal, tiens, on va faire de la peinture, tu vas faire les aplats, tu vas faire les bases, et puis tiens, les effets, puis en fait, monter comme ça se fait de moins en moins, mais ça se fait toujours, et dire et puis commencer là-dedans, c'est ça. Et si vous avez envie de créer, créez. Vous pouvez maintenant, vous pouvez trouver du matos chez Cultura ou autre, ou même pas, des Leroy Merlin, il y a tout ce qu'il faut pour vous faire des accessoires. Comme tout travail créatif, même si vous voulez être artiste ou autre, créez, faites quelque chose. Créer, ça peut être n'importe quoi, ça peut être retaper un meuble, ça peut être faire des coussins, de la broderie, pareil, c'est-à-dire que trouvez votre média, en fait, votre médium, qu'est-ce qui vous plaît le plus, et puis allez-y, et parler, essayer de rencontrer des gens, parce que c'est comme ça en fait dans le métier, c'est même après, c'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je connais plein qui n'ont jamais fait de formation spéciale là-dedans,
Après, il y a des formations d'art, il y a tout un tas de possibilités en fait de venir dans ce domaine-là. Vous pouvez venir vraiment du côté artistique traditionnel, art déco ou des choses comme ça, et venir boule ou des choses comme ça, venir sur des trucs plus ou même carrément du pro, c'est-à-dire que dire bah, vous êtes soudeur, moi j'aimerais bien faire des décors, bah, oui, il y a des formations qui sont là. Moi j'ai des gens qui étaient tailleurs de pierre qui sont venus dans ma formation, il y en a qui sont des chocolatiers qui sont venus dans ma formation. Donc au final, on peut faire. Il y a plein de possibilités en fait. C'est selon ce que vous avez envie de faire. En fait. Ça va être aller voir les gens qui font ça, demandez-leur, dire bah tiens, est-ce que vous pouvez pas me prendre en stage ou même en apprenti, parce que vous avez besoin de main d'œuvre, est-ce que vous avez besoin de trucs. Et si vous êtes motivé, la motivation c'est pas ce qui va vous permettre de réussir, mais ce qui va vous permettre de persévérer là-dedans et de persévérer à contacter les gens. Vous n'avez pas de réponse, vous renvoyez un mail, vous dites bah, il a peut-être pas eu le temps, je lui renvoie un mail. C'est pas évident, moi ça c'est l'hôpital qui soude la charité, j'ai énormément de mal de contacter des gens, je suis là-dessus, j'ai pas du tout confiance j'ai jamais confiance réellement dans mon travail et c'est toujours compliqué de se vendre derrière tout ça là-dessus et c'est pas évident, je comprends, mais des fois il faut se faire. Enfin, j'ai envoyé une pile, je vais prendre 10 contacts, 10 mails, je vais les envoyer, je vais voir si j'ai peut-être une réponse, peut-être pas, et ben je vais reprendre de l'énergie, et puis dans un mois, je retenterai le coup, et voilà, et j'irai voir d'autres choses, des théâtres, des troupes itinérantes, voilà, des choses comme ça. Par exemple, même pour être accessoire, dire tiens, faire de la figuration, dire aller sur des tournages, rencontrer des gens, discuter avec parce que dire la figuration, c'est des moments où on va être avec l'équipe technique. Donc, si vous pouvez discuter avec l'équipe technique, vous dire bah, j'aimerais bien faire ce métier, est-ce que vous pouvez pas apprendre des trucs? Et là, c'est des gens, après, ils vont vous connaître, ils vont peut-être pas penser à vous tout de suite, mais vous dire bah, si vous gardez contact, vous dire ah, est-ce que tu aurais des pistes? Et ben, ah, bah tiens, j'ai quelqu'un qui cherche, bah tiens, je connais quelqu'un qui cherche ça, je connais quelqu'un qui a envie de ça. Et je dis bah voilà, il y a tout un tas de voies diverses et variées pour faire ça. Et c'est un métier qui est encore assez ouvert là-dedans, où on regarde pas trop forcément le CV, mais qu'on regarde la compétence de la personne. On va donner un truc, dire à la rigueur, si on a un doute, c'est un projet important, on dit bon, bah voilà, mais si on a besoin de main-d'œuvre, de gens qui n'ont pas, on va dire, la décision finale sur le projet, là, on peut prendre n'importe qui, et on s'en fout. Tu sais le faire, tu arrives à le faire, bah, c'est bien, on prend, et puis on va te prendre pour ça, et puis il va dire cette personne-là, j'ai pas de problème, je vais la rappeler. Parce que la personne, elle ne va pas s'embêter à rechercher quelqu'un d'autre pour faire la même chose alors qu'elle a déjà quelqu'un sous la main, elle va l'appeler, même si ce n'est pas le meilleur du monde. Mais dès que vous avez mis le pied, le plus important, c'est d'arriver à mettre le pied dans la porte. Contacter des gens et puis créer, fabriquer, montrer que pour avoir publié, maintenant on a les réseaux sociaux, ça aide. Faites un portfolio ou même un truc Instagram où vous partagez tout. Vous faites du carrelage à la maison, partagez-le. Vous repeignez un meuble, partagez-le. Voilà, des fois on a besoin de ça. Des fois on a besoin de voir que vous avez une compétence, surtout dans les métiers de fabrication. Si vous êtes fabricant comme moi, ce qu'on veut, c'est on voit que vous savez vous servir de vos 10 doigts, quoi. Donc voilà, donc partagez, montrez ce que vous savez faire et voilà, après toute compétence est bonne à apprendre. Bah, projet en cours, j'ai toujours ma série de masques que je travaille en fond, là je suis en train de la finir parce que je voudrais faire une expo justement avec tous les masques, donc qui est la série Mashup, qui est une série de masques où j'ai un masque de base très marqué et en fait j'essaie de faire des mashups, c'est-à-dire que les mashup, le principe, c'est de mélanger deux ou trois ou quatre inspirations et qu'en fait, elles soient toutes visibles à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, elles créent quelque chose, une unité entière, et où les inspirations soient parfaitement visibles et assumées, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas sur de l'inspiration cachée, c'est une inspiration visible, montrée et assumée, et avec, voilà, et que ça soit. Donc, c'est une série que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aime beaucoup travailler. Et qui en plus, je trouve ça important à l'heure actuelle où on a tous les messages comme quoi le multiculturalisme n'existe pas et que mélanger les cultures c'est une mauvaise chose alors qu'en fait toutes les cultures sont multiculturelles et le multiculturalisme c'est très bien, ça permet de justement montrer que plusieurs cultures ensemble qui communiquent peuvent créer quelque chose de plus que juste deux cultures l'une à côté de l'autre, parce qu'on pourrait dire bon bah chaque culture est dans son pays, c'est très bien, elles existent, mais c'est un peu con parce qu'en fait elles apporteraient plus à se mélanger, à partager les savoirs justement, à communiquer, à trouver des solutions différentes, à avoir des fois des projets différents et des réponses différentes à des mêmes projets qui peuvent faire évoluer justement ça, et on y gagne notre langage, tout ça, et donc pour moi, c'est important de montrer ça aussi, dire qu'en fait, au final, l'objet à la fin, il a le mélange de plusieurs cultures et en fait, c'est un objet il n'aurait pas pu exister si on n'avait pas mélangé ces cultures ensemble. C'est-à-dire il n'aurait pas pu exister. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu arriver comme ça
si elles n'étaient pas mélangées, parce que c'est des cultures qui ne communiquaient pas ensemble, qui n'ont pas été sur le même d'un point de vue historique, qui en fait n'étaient pas sur la même période historique, donc on n'a pas pu communiquer directement. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant en fait là-dedans. C'est ce que j'aime bien faire dans les mashups. Après, j'aime beaucoup travailler les masques, donc j'ai pas mal de projets de masques, d'autres collections de masques, j'aime bien finir celle-là. J'ai d'autres projets de collection de masques. Après, j'ai des projets, je fais des projets pour moi, ou après, des projets pro, il y a différents. Là, forcément, ça, je peux pas forcément en parler. Parce que souvent, on a des clauses de non-divulgation, donc on peut pas en parler comme ça. Mais après, oui, il y a des projets pro, il y a des projets de partenariat avec d'autres artistes, pareil. Et sinon, ouais, des projets de fabrication de masques. J'aime beaucoup le masque, en fait, parce que le masque, pour moi, c'est le premier accessoire, en fait, que ce soit même d'un point de vue. On en trouve dans toutes les civilisations, quasiment, que ce soit même par le maquillage, en fait. Se masquer, se changer son figure, c'est peut-être le premier accessoire au monde, et je me dis, c'est la base du travail d'accessoiriste. Et j'aime beaucoup l'image du masque, ce qu'il peut apporter, enfin tout ce qui est en fait la capacité à débloquer l'imaginaire des gens, je trouve le masque. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que la plupart de mes projets perso, c'est des masques, voilà, de leur donner mon twist dessus, voilà. Les recommandations du moment, on a reparlé vite fait de Squid Game. Ouais, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Pas forcément par le concept en elle-même de la société, mais de la série, qui est un concept, mais par rapport au sujet très moderne en fait qu'ils apportent d'un point de vue social et justement pour voir une série coréenne qui parle justement de la situation compliquée sociale coréenne derrière. Je trouve ça très bien, qui touche beaucoup de pays en final. Les inégalités sociales, les choses comme ça qui en fait le fond. Après, il y a tout le côté historique derrière de la guerre entre les deux Corées, donc qui change. Mais au final, il y a plein de choses qu'on retrouve, qu'on peut adapter à nos séries. Et je pense que c'est ce qui marche aussi, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans le bon contexte où ça, on en a la pleine vision de ce qu'on vit tous les jours pour beaucoup des protagonistes. Donc je pense que c'est ce qui marche. Après, en recommandation du moment, les classiques comme toujours, il faut regarder ce qui s'est fait avant pour soit éviter de remonter la roue, soit de refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que moi j'aime bien regarder, même des fois des mauvais films, hein. Justement, c'est des fois plus intéressant de voir les mauvais films, de voir où ils se sont ratés. Un bon film, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Et c'est mieux de voir les mauvais films. Moi, j'aime bien regarder des fois des narmes des années 90 parce que c'est des trucs où, même sur des accessoires, dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, ou même des trucs comme Xena, les accessoires sont dégueulasses, quoi, c'est horrible. Mais ils avaient, la plupart du temps, ils avaient une journée pour faire tous les accessoires de la série, ou une semaine, et on dit pour tourner, quoi. Donc, il y a ça, et dire qu'est-ce qui ne va pas. Des fois, c'est plus simple à voir pourquoi ils se sont ratés que des fois pourquoi ça réussit. Parce que le réussite, c'est un cheveu, alors que se rater, c'est toute une marge possible de dire. Et dire voilà pourquoi ils sont ratés. Donc, ouais. Moi, c'est. Ouais, après, en série du moment, là, j'en des modernes. Si, j'aime bien regarder. Il y a sur Netflix aussi, il y a tout ce qui est. BattleBot, j'aime bien, je trouve ça fun. Pareil, l'ingénierie, et puis les Américains, ils savent monter des séries, des trucs pour même des émissions, n'importe quoi. Si, il y a aussi toutes les émissions, je trouve, qui sont cool pour l'artisanat, qui sont On verrait contre tous, qui sont pas mal sur Netflix, qui sont sur les verriers. C'est un peu Top Chef, mais verrier. Il y a Total Metal, qui est pareil, mais pour les soudeurs. Où c'est des artistes qui font que de la soudure, qui travaillent beaucoup avec la soudure et le métal. Donc il y a tout un tas de séries comme ça qui sont des fois des séries très intéressantes, mais qui en fait permettent de montrer qu'au final, les métiers où il n'y a pas de compétences nécessaires, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout métier peut devenir perfectible et a des compétences et a des connaissances à avoir. Alors il y a des métiers où on peut les apprendre sur le tard, donc souvent c'est ces métiers-là qu'on dit qu'ils n'ont pas besoin de compétences parce que tu les as. Mais à la fin, il y a besoin de compétences. C'est-à-dire que quel que soit le métier, même nettoyer un local ou n'importe quoi, il y a besoin de compétences particulières. Et en fait, ça c'est juste, c'est un mythe de société pour ne pas payer les gens, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de compétences. En fait, si, tous les métiers ont besoin de compétences et ça montre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va aider Top Chef ou des trucs comme ça à montrer qu'au final, on devrait faire des top maçons, top plombiers, parce que c'est des trucs où on montre qu'en fait, c'est un art et il y a besoin de compétences. Et voilà, il y a des gens très doués, il y a des gens qui sont des master chefs de plomberie et voilà. Et donc voilà, les recommandations, ces trucs-là, c'est sympa parce que ça montre justement des métiers qu'on ne pourrait pas penser, qui ont
qui ont un savoir-faire et une complexité, et des fois difficile. Verrier, c'est excessivement difficile, et je trouve ça très très beau. En plus, après, il y a des choses qu'on trouve, ils en chient, mais c'est beau aussi, quoi. Voilà. Un mot pour la fin, je sais pas. Communiquer, partager, discuter avec les gens, discuter sans arrêt, dire, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours intéressant de discuter. C'est même plus intéressant de discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et puis en bonne entente et voilà, toujours dans les bonnes règles de la communication et du discours. Mais ouais, un peu voilà, discuter avec les gens et un peu essayer de vous mettre dans leurs chaussures, quoi, des fois, la plupart du temps, voilà, c'est ça, dire ça. Et puis dans le boulot, bah, et puis si c'est pour moi en termes de boulot, bah, créez, amusez-vous, faites ça, amusez-vous et même si c'est quelque chose de sérieux, ben, quelqu'un qui est toujours sérieux, c'est pas quelqu'un de sérieux. Il faut savoir prendre à la rigolade des fois. Et si on veut faire des choses sérieusement, il faut savoir s'amuser, mais s'amuser, ça n'empêche pas de faire ça, les choses bien. Voilà, en mot de la fin, c'est ça. Donnez-vous à fond. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ça va vous permettre de, à la rigueur d'être déçu, mais la déception, ça se guérit. Les regrets, vous les gardez toute votre vie. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi.